Dans ce troisième module, donc, nous allons aborder dorénavant le retraitement endodontique ou la reprise de traitement endodontique. Dans un premier temps, donc dans ces diapositives qui vont suivre, nous allons essayer de définir les éléments qui vont nous permettre de poser l'indication ou la contre-indication d'un retraitement. Comme vous allez le voir, les choses sont loin d'être dichotomiques, puisque un certain nombre de facteurs plus ou moins objectifs vont devoir être pris en compte, et il n'existe pas de règles formelles qui vont vous indiquer qu'il faut ou ne faut pas reprendre un traitement endodontique. Si les choses vont apparaître relativement évidentes dans un certain nombre de cas, elles le seront beaucoup moins dans d'autres situations pour lesquelles il va falloir se poser des questions et finalement prendre une décision en accord avec le patient. Donc, à l'issue de cette partie, vous accéderez à la partie technique qui vous décrira les techniques pour accéder à l'endodonte, désobturer, gérer les difficultés cliniques de façon à mener à bien le traitement et remettre la dent dans un contexte biologique qui lui est favorable pour obtenir soit une cicatrisation ou surtout pour éviter l'apparition d'une pathologie. Depuis quelques années, le développement des technologies et d'une nouvelle instrumentation nous a permis d'optimiser la qualité des traitements et surtout de rendre accessible les traitements, l'endodontie de qualité à l'ensemble de la profession. Et depuis les années 95-96 notamment, lors de l'apparition de la rotation continue, eh bien la difficulté en endodontie a été transposée à une nouvelle facette qui concerne dorénavant le retraitement endodontique. En effet, mettre en forme un canal de façon appropriée est dorénavant possible pour tout le monde, même si certaines complications morphologiques et anatomiques vont rendre les choses parfois difficiles, mais techniquement, la rotation continue et les systèmes d'obturation en butin chaude permettent dorénavant d'obtenir des résultats en endodontie largement au niveau de celle d'un spécialiste pour un omnipraticien qui se donne la peine de se former. Le retraitement, la chose est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, puisque si les protocoles sont faciles à systématiser pour le traitement endodontique, puisque n'importe quel système dorénavant est livré avec un protocole relativement simple, eh bien les choses sont beaucoup plus compliquées dans le retraitement, puisque à chaque situation clinique, eh bien la stratégie opératoire va changer et devra être adaptée en fonction des éléments, des difficultés à gérer. Alors, si les évolutions dans le domaine du retraitement ont été moins spectaculaires que dans les processus de traitement endodontique, eh bien, un certain nombre ont quand même largement rendu les choses accessibles, et les deux plus importantes, à mes yeux, sont le microscope opératoire et les inserts ultrasonores. Encore une fois, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, le microscope opératoire n'est absolument pas strictement indispensable pour faire de l'endodontie, mais il facilite grandement la chose, et il y a des situations de retraitement, notamment dans les séances où il y aura la gestion d'une perforation ou d'un instrument fracturé. Eh bien, dans ces situations, le microscope opératoire peut s'avérer indispensable pour éviter de faire plus de dégâts qu'il n'en existe déjà. Les loupes sont déjà une première étape, et toute personne qui a eu l'occasion de travailler avec des loupes comprend l'intérêt du grossissement, mais le grandissement obtenu avec un microscope opératoire, et notamment de plus l'éclairage focalisé associé, même si l'appareil est parfois encombrant et nécessite une phase d'apprentissage, eh bien le microscope opératoire est un élément clé pour la gestion du retraitement endodontique. Alors, malgré toutes ces évolutions technologiques et l'intérêt que cette instrumentation nous a apporté, eh bien, on s'aperçoit que l'endodontie est compliquée et souvent une discipline très ingrate, et ceci est confirmé par un certain nombre d'études cliniques prospectives ou rétrospectives qui sont faites sur la qualité des traitements endodontiques en France, en Europe et dans le monde entier.
Et donc sur ce tableau où j'ai essayé de regrouper un certain nombre de résultats statistiques qui valent ce qu'ils valent. Il faut noter que ces études commencent à dater un petit peu, mais on voit ici que malgré que quels que soient les pays concernés, eh bien le pourcentage de traitement inadéquat est très élevé et de façon surprenante pas forcément corrélé avec le pourcentage d'échecs. Donc par exemple dans l'étude Eckerbaum, eh bien, 75% des traitements ont été jugés comme inadéquats et finalement, ces 75% d'inadéquation dans les traitements s'accompagnaient d'un taux d'échec de 25 ou 26%. Donc cela est surprenant, mais on peut trouver une explication. La première chose, c'est que, en fonction de ces études, eh bien, les traitements, les critères pris en considération sont parfois différents, mais sont aussi extrêmement restrictifs. Donc aujourd'hui, il existe un consensus qui a été publié par l'International Endodontic, la Société Européenne d'Endodontie, et publié dans l'International Endodontic Journal, où les critères d'un succès radiographique sont largement énumérés, et nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Notamment dans ces critères, donc la pose du champ opératoire est un critère obligatoire et une obturation du canal à moins de 2 mm de l'apex fait partie de ces critères de succès. Ces critères peuvent être discutés, mais néanmoins, ayant été adoptés par une corporation consensuelle, il est de bon ton, ou du moins voire indispensable, de s'y référer, notamment pour ce genre d'études. On verra aussi que, on s'aperçoit aussi dans ce tableau que finalement ces taux d'échec et de traitement inadéquat, eh bien, sont très élevés partout dans le monde. Et ceci pose un problème en termes de santé publique, puisque la mauvaise qualité de l'endodontie qui nous est souvent reprochée est en général considérée par les praticiens comme un problème de moyens, un manque de moyens financiers, par une sous-valorisation des traitements, ce que je confirme, et qui serait à l'origine de cette mauvaise qualité des traitements.